Merci de cette invitation et merci de l'accueil dans cette mythique librairie du Valentin à Lausanne. Et j'espère que vous n'attendez pas de moi de grandes envolées philosophiques, métaphysiques sur les relations entre la Suisse et l'Europe, sur l'Europe, le lendemain d'élections européennes qui font beaucoup parler d'elles. Je vais être un peu plus terre à terre, mais ça va renvoyer à toutes les grandes questions en fait. Et je vais me concentrer sur l'actualité, sur l'état des relations Suisse-Union européenne, et ensuite probablement expliquer comment on en est arrivé là et faire un peu d'historique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pour quelles raisons la Confédération ou quelqu'un d'autre n'a jamais mandaté un grand groupe de sondage d'opinion pour sonder les Européens sur leur perception de la Suisse. Je me pose la question régulièrement parce que j'ai l'impression que cet instrument de travail manque à la Confédération et nous manque à tous, aux Suisses, pour se faire une idée de ce que l'Union européenne attend réellement de la Suisse. Et lorsque j'y pense, j'ai pas beaucoup d'hésitation sur les résultats qui devraient évidemment varier selon les États, selon les grandes régions à l'est de l'Europe. Vous avez deux perceptions de la Suisse, si on peut dire, et vous ne serez pas étonné, il y a une perception positive. La Suisse est un beau pays, les Suisses sont des gens plutôt sympathiques, c'est des touristes intéressants. Et puis, la Suisse est quand même un modèle de réussite sur le plan économique, sur le plan démocratique, sur le plan du fédéralisme. On se dit que enfin, les Européens, ces Européens-là, qui sont en général plutôt à droite, se disent qu'il ne faut pas embêter les Suisses, il faut leur laisser faire un peu comme ils entendent, et plutôt s'inspirer de la Suisse plutôt que de contraindre la Suisse à devenir plus européenne. Et puis, il y a une perception plutôt négative qui passe par des clichés qu'on connaît également. Les Suisses, ces profiteurs, ces gens qui ont été neutres pendant deux guerres mondiales, qui ont profité de ces guerres mondiales, qui ont une réussite économique peut-être spectaculaire, mais grâce justement à des tricheries accumulées au fil des décennies. Et en fait, il est bien évident, et ça, on le pense que ce soit plutôt à gauche ou plutôt à droite, il est bien évident que cette espèce de tâche au milieu de l'Europe occidentale, cette espèce de trou qu'on voit continuellement dans le monde entier, lorsque on montre une carte de l'Europe et de l'Union européenne, il y a toujours cette petite chose là au milieu, et partout dans le monde, on ne sait même pas ce qu'est la Suisse et comment prononcer le nom, mais on aimerait comprendre pourquoi il y a ça. Et pour les Européens, il y a une chose qui est, me semble-t-il, mais qui serait à vérifier, justement tout à fait évidente, c'est que c'est transitoire. Ça ne durera pas éternellement. Il y a un jour, la Suisse, cette tâche va disparaître et la Suisse va devenir européenne. Et peut-être que le plus vite sera le mieux. Et si ça n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous, Européens, avons laissé la possibilité aux Suisses, qui sont des gens si particuliers et quand même un peu compliqués, on leur a laissé la possibilité d'adhérer et de s'intégrer progressivement sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies. Mais il est clair qu'in fine, il n'est pas question, si l'Union européenne devient la grande puissance qu'elle rêve de devenir, il n'est pas question qu'elle ait au milieu de sa géographie quelque chose qui est pratiquement en contradiction avec ses idéaux.
j'allais dire ces valeurs, non, enfin, disons, ces idéaux de souveraineté. Parlons de souveraineté européenne. Aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté européenne. Il y a quelques années encore, prononcer le terme de souveraineté, dire qu'on était souverainiste à propos de peu de choses, souvent, c'était quelque chose qui vous rendait suspect immédiatement. Depuis qu'on parle de souveraineté européenne, il y a une espèce de réhabilitation du terme et on se permet de parler de souverainisme. Moi, en ce qui me concerne, c'est un terme que j'utilise très peu parce que c'est quand même c'est quand même enfin, une abstraction, c'est une généralité et on peut mettre un peu ce qu'on veut dans ce substantif, oui, enfin, dans ce concept. Bien, où en sont aujourd'hui les relations de la Suisse avec l'Union européenne? Ce sont des relations économiques, mais pas seulement des relations économiques. Elles sont fixées, elles sont cadrées dans un certain nombre d'accords. Certains disent 120 accords, d'autres disent 200 accords. Ça dépend un peu comment on compte. Il y a des accords qui sont bilatéraux, c'est-à-dire la Suisse et l'Union européenne. Il y a des accords qui sont plus multilatéraux, des accords qui ont été négociés entre plusieurs pays, les anciens pays de l'Association économique de libre-échange, la l'AELE, qui ont tous adhéré à l'Union européenne ou à l'espace économique européen en 1992, la Suisse étant le seul qui est resté complètement indépendant. Et ces 120 accords sont souvent des accords techniques qui ne présentent pas de problème particulier, dont on ne parle jamais, dont on ignore même l'existence. Je veux dire, le public en ignore l'existence. Ce sont souvent des accords de voisinage. La Suisse étant au milieu de l'Union européenne, il est clair que il y a un approfondissement du voisinage qui a toujours eu lieu et qui doit continuer. C'est pas la même chose avec l'Angleterre, par exemple, avec le Royaume-Uni qui est en périphérie, ou même avec la Norvège qui est aussi en périphérie, avec une large façade maritime, alors que la Suisse est complètement enclavée et la Suisse n'a aucun accès à la mer. Et parmi ces accords, vous avez les fameux accords. Vous avez d'abord un accord très important qui est l'accord de libre-échange de 1972. Je ne vous donne pas l'historique de cet accord. C'est un accord de libre-échange tout à fait classique qui supprime les taxes douanières et les taxes tarifaires, les barrières tarifaires, comme on dit, et qui supprime les quotas, les contingents d'importation. Les États ne peuvent plus fixer les contingents d'importation sur les différents produits qui sont touchés par des accords de libre-échange. Et cet accord, en fait, porte sur l'ensemble de l'industrie, pas des services, hein, l'ensemble de l'industrie des biens, en fait, sauf l'agriculture. Nous avons en Suisse, dans les pays développés, probablement une des agricultures les plus protégées, avec la Norvège et le Japon. Et avec l'Union européenne, nous négocions des accords agricoles, mais qui portent sur une partie de l'agriculture seulement. Et puis, en 1992, après le vote négatif sur l'adhésion de la Suisse à l'espace économique européen, les Européens et les Suisses ont négocié ce qu'on appelle, surtout en Suisse, ce qu'on appelle des accords bilatéraux. Ce terme bilatéral renvoie en fait au fait que
la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein aussi, et la Suisse avaient négocié l'espace économique, l'avaient négocié de manière multilatérale. C'est-à-dire les pays que je viens de mentionner négociaient avec l'Union européenne. Quand la Suisse s'est retrouvée toute seule à ne pas aller dans l'espace économique européen, on a parlé de bilatéralisme. Donc la Suisse va négocier de manière bilatérale, face-to-face, one-to-one, avec l'Union européenne. Le bilatéralisme, ça ne veut dire que ça. Ça ne veut pas dire autre chose. Et les premiers accords bilatéraux qui ont été négociés, vous les avez sur la feuille que je vous ai donnée, il y en a 7, pardon. La libre circulation des personnes, qui est évidemment ce qui pose problème politiquement dans les négociations, d'une part encore aujourd'hui d'ailleurs, et une fois que ça a été fixé, ça a posé des problèmes politiques en Suisse principalement, puisque l'UDC a lancé 2 initiatives, a soumis 2 initiatives au peuple suisse. L'une a été acceptée pour supprimer la libre circulation des personnes, l'une a été acceptée, l'autre a été refusée, et l'UDC, le Parti populaire suisse, en allemand, en traduction littérale, c'est-à-dire l'Union démocratique du centre, a aujourd'hui une nouvelle initiative, maximum 10 millions, vous connaissez ça, vous avez entendu parler, qui est une initiative destinée à en finir avec la libre circulation des personnes. Ensuite, vous avez l'obstacle technique, les obstacles techniques au commerce et accords de reconnaissance mutuelle des ARM. Ce sont en fait des accords non tarifaires, qualitatifs en quelque sorte, qui facilitent le commerce de biens en donnant la possibilité aux entreprises d'homologuer leurs produits, de les homologuer pour l'exportation dans l'Union européenne, de les homologuer en Suisse. Dans une entreprise spécialisée, il y a 2 entreprises spécialisées dans la région zurichoise qui peuvent homologuer, qui sont évidemment accréditées par l'Union européenne. Vous pouvez aller faire homologuer vos produits dans ces entreprises et l'homologation est valable pour l'Union européenne. C'est uniquement ça, ces obstacles techniques au commerce, mais on en parle énormément, on en a énormément parlé ces dernières années. Ça porte sur beaucoup de secteurs industriels, sur une vingtaine de secteurs industriels. On en a beaucoup parlé parce que l'Union européenne ne veut plus actualiser cet accord. C'est-à-dire qu'elle pense que cet accord n'a plus d'avenir si on ne passe pas à l'étape suivante, et dont on va parler tout à l'heure, qui est l'institutionnel, c'est-à-dire la subordination du droit suisse au droit européen. Ensuite, vous avez des accords qui sont beaucoup moins discutés, beaucoup moins controversés. Un accord sur les marchés publics dont on ne parle jamais, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas vraiment un accord sensible. Un accord sur l'agriculture qui porte sur la reconnaissance des AOC, comme on disait à l'époque, je ne sais plus comment on dit exactement aujourd'hui. C'est-à-dire l'Union européenne reconnaît les AOC, les AOC, c'est, comment on dit Appellation d'origine contrôlée. Oui, c'est ça, les appellations, excusez-moi. Reconnaît les appellations, pas Gruyère et pas l'Emmental, parce que ça c'est considéré comme des noms communs. Donc vous pouvez fabriquer du Gruyère en Espagne et le vendre comme Gruyère, ça rentre pas dans l'accord. Ces appellations-là ne sont pas reconnues, mais un certain nombre d'appellations suisses sont reconnues en Europe, et alors enfin pas toutes, mais énormément d'appellations européennes sont reconnues en Suisse. Voilà, c'est l'accord sur l'agriculture, c'est ça, et ça porte
Ça porte sur le fromage aussi, les exportations de fromage. On peut exporter du gruyère sans taxe douanière dans l'Union européenne, du vrai gruyère, je veux dire. Et puis, de la tête de moine, par exemple, les Jurassiens sont très sensibles à ça. Et les Européens peuvent exporter tout le fromage qu'ils veulent en Suisse. Et ça fait beaucoup de produits d'importation en Suisse. Quand l'accord est entré en vigueur, ça a provoqué une dépression sur les prix du fromage suisse, parce qu'évidemment la concurrence française, italienne, voire néerlandaise a complètement bouleversé le marché. Ensuite, vous avez le célèbre accord sur la recherche. C'est un accord très général. On ne comprend pas aujourd'hui à quoi il servait vraiment, puisque la Suisse a été tenue à l'écart de l'association dans le programme de recherche Horizon, comme vous le savez, comme vous l'avez probablement suivi. Et puis, vous avez deux accords, typiquement des accords de voisinage. L'accord sur les transports terrestres, c'est un accord pour les entreprises de transport, ça touche aussi le transport ferroviaire, hein. Mais ça n'autorise pas le cabotage. Les entreprises européennes de transport, je parle des camions, hein, ne peuvent pas venir en Suisse avec des plaques lettonnes et un conducteur roumain et pour faire des transports entre Lausanne et Zurich. Ça, c'est pas possible. Les Suisses ne peuvent pas faire ça dans l'Union européenne. En revanche, faire des transports à partir de la Suisse dans l'Union européenne et retour, prendre des marchandises dans l'Union européenne, les amener en Suisse, c'est possible pour les Suisses et pour les Européens. Et puis, le transport aérien, c'est un accord tout à fait dont on ne parle jamais, si ce n'est pour dire que cet accord-là implique que les Suisses, c'est-à-dire les compagnies aériennes, hein, c'est-à-dire Swissair qui appartient, qui appartient à Lufthansa, et puis EasyJet, la filiale, importante filiale d'EasyJet à Genève, dont l'unique actionnaire est EasyJet au Royaume-Uni. Et en fait, on parle de cet accord pour signaler que la Suisse reprend automatiquement tout le droit européen qui concerne cet accord aérien. Voilà. Et on en parle pour dire, vous voyez, ça ne pose pas de problème. Hein. Si on reprend le droit européen, ça pose pas plus de problèmes que les non-problèmes du transport aérien. Voilà. Et les accords bilatéraux 2, qui ont été signés en 2004, ce sont des accords qui... L'objet principal, c'est évidemment Schengen-Dublin. Schengen-Dublin qui concerne l'immigration et l'immigration extra-européenne. Et ensuite, un certain nombre d'accords dont on ne parle pratiquement jamais. Ce sont des accords qui posent pas de problème. Voilà. Et puis les accords bilatéraux 3 sont en négociation et touchent des secteurs importants, l'électricité, l'alimentation et la santé. Voilà. Pour ces accords bilatéraux 1, 2, 3, quels accords bilatéraux sont considérés de manière un peu arbitraire, je dirais, pas complètement arbitraire, mais les Suisses et les Européens ont convenu que certains de ces accords sont des accords d'accès au marché, donc à dimension économique importante, ce qui n'est pas le cas du tout de tous les autres accords. Vous remarquez que ces accords il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas d'unité de matière. Ce sont des accords, encore une fois, de participation à des programmes, genre le programme de recherche Horizon 2000 dans la recherche publique, la recherche académique, des accords de voisinage, beaucoup,
des accords qui seraient totalement inimaginables, par exemple entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Voilà, ça n'aurait aucun sens. Mais avec la Suisse qui est au milieu de la géographie européenne, ce sont des accords assez importants. Ce sont des accords de voisinage, pas exactement ce qu'on pourrait appeler des accords économiques le plus souvent. Et puis ensuite, il y a des accords économiques d'accès au marché, c'est-à-dire qui élargit, qui approfondit, si on veut, l'accord de 1972 avec des dispositions non tarifaires. Alors, quels sont ces accords d'accès au marché? Parce que c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Le reste, ça pose pas grand problème entre la Suisse et l'Union européenne. Vous avez dans ces accords d'accès au marché l'accord de libre circulation des personnes. Parce que les Européens, depuis le début des années 90, ou fin des années 80, ont considéré que le travail était un bien économique à mettre sur le même plan que les biens, les services et le capital, la finance. Donc le travail doit faire l'objet d'un libre-échange et d'une libre circulation, le travail et les salaires. Et c'est typiquement, non, c'est justement pas typiquement, ça a été décidé comme ça, on est dans l'accès au marché. Et puis, les obstacles techniques au commerce, on est dans l'accès au marché aussi, c'est un accord de facilitation de l'accord de libre-échange. L'agriculture, c'est un accord d'accès au marché, les transports terrestres et les transports aériens. Voilà. Ce dispositif, et on en a fait à peu près le tour, on a fait un peu le tour des relations Suisse-Europe institutionnalisées, si vous voulez, attestées en tout cas par des traités et des accords. Et ce dispositif-là, mis en place historiquement au fil des décennies, correspond aujourd'hui à peu près à l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ce dispositif est dans le même registre, si vous voulez, que cet accord Union européenne-Royaume-Uni, c'est-à-dire que les traités ont été négociés d'État à État, sur un pied d'égalité juridique, et avec des dispositions pour le règlement des différends, des comités mixtes et ce genre de choses-là. Et l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est ça, en fait. Et actuellement, nous sommes à peu près à ce niveau, si ce n'est que les Britanniques n'ont jamais eu Schengen-Dublin, n'en ont jamais voulu, que le Brexit a mis fin à la libre circulation des personnes au Royaume-Uni, et c'est une des principales raisons pour lesquelles le Brexit a passé en 2016, fin de la libre circulation des personnes. Les Britanniques n'en veulent plus. Et puis les accords, les obstacles techniques au commerce, les accords de reconnaissance mutuelle des normes techniques, les Britanniques ne les ont pas. Et je crois qu'ils ne les ont même pas demandés. Pourquoi ? Parce que ces accords ces accords de reconnaissance mutuelle des normes techniques, en fait, c'est très peu de choses. Qu'est-ce que ça offre comme facilité ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous homologuez en Suisse, et c'est valable dans l'Union européenne. Donc ça peut être une économie de coûts. Et puis, vous devez, pour les
les équipements médicaux, à partir de 2022, vous devez avoir un répondant dans l'Union européenne. C'est-à-dire que sur l'étiquetage si vous voulez, des appareils ou des équipements ou des objets médicaux que vous achetez, il doit y avoir un répondant, une entreprise qui répond en cas de problème dans l'Union européenne. Voilà. C'est rien que ça. Et si on évalue cela, d'abord on constate, je l'ai constaté, je n'ai pas eu besoin de chercher beaucoup, hein, c'est très vite accessible. J'ai constaté que la plupart des entreprises préféraient aller homologuer directement dans l'Union européenne plutôt que de passer par la Suisse, si on veut dire, c'est-à-dire de passer par les deux entreprises zurichoises qui font de l'homologation européenne. Pour quelle raison? C'est plus rapide et c'est moins cher. Et en fait, même dans les dispositifs médicaux, dont l'homologation en Suisse n'est plus possible depuis 2022, et on en a fait un drame incroyable, en fait, depuis longtemps, 90% des appareils médicaux produits en Suisse et exportés vers l'Union européenne sont homologués directement dans l'Union européenne, 90%. Et il y a des pays qui sont assez forts dans cette industrie de l'homologation, comme les Pays-Bas. Et vous avez aux Pays-Bas pas mal d'entreprises qui vous font des homologations très rapidement et pour pas grand-chose. Enfin, je donne ces détails parce que ça devrait vous évoquer quelque chose par rapport à tous les débats que nous avons eus ces dernières années en Suisse. Ensuite, en 2013, le conseiller fédéral Didier Burkhalter, chef du département des affaires étrangères, a pris contact avec l'Union européenne, avec Bruxelles, avec des négociateurs, et en leur disant ce serait bien qu'on relance le projet d'approfondir cette relation bilatérale et ces accords bilatéraux, comme ça avait été prévu au départ d'ailleurs, d'approfondir en soumettant ces accords, en les subordonnant au droit européen. C'est-à-dire que dans les secteurs qui sont concernés par ces accords, tous ces secteurs-là, reprendraient systématiquement tout le droit européen. Le droit européen, les acquis, comme on dit, c'est-à-dire le droit européen qui a été produit depuis des décennies, le droit européen futur, c'est-à-dire les évolutions, et puis la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Voilà. Ça veut dire que une partie de l'économie suisse, mais quand même une partie assez importante, deviendrait en fait le marché européen. Et les Européens ont été très surpris parce qu'eux-mêmes c'était prévu dès le départ. En 1992, on parlait de cela, c'est comme ça que ça devait se faire. Ensuite, on a laissé faire, on a attendu que les Suisses soient plus convaincus, parce que les bilatérales étaient un succès, donc dans une espèce d'euphorie, on va aller plus loin. En 2008, apparemment, les Européens ont expliqué aux Suisses qu'il fallait reprendre les travaux et envisager des dispositions institutionnelles qui contraignent la Suisse à reprendre le droit européen dans les secteurs des bilatérales et même dans tous les secteurs par le biais de l'accord de libre-échange de 1972. Donc l'accord de libre-échange de 1972 serait, si on veut, renégocié dans la perspective d'une reprise automatique ou dynamique, hein, c'est une sorte d'euphémisme, du droit européen en Suisse. Et à partir de 2013, quand Didier Burkhalter et son secrétaire d'État Rossier
ont été relancés, en fait, les Européens sur ce programme, ce projet, cette voie bilatérale, en fait. Oui, sur cette voie, avancer dans cette voie bilatérale, parce que quand on parle de la voie bilatérale, comme je vous l'ai dit, ça ne veut rien dire, hein, c'est juste qu'on négocie l'un avec l'autre, mais la voie, ça veut dire quelque chose. C'est la voie d'intégration de la Suisse dans l'Union européenne. En Suisse, on a toujours parlé de voie, c'est une voie qui mène à l'intégration, une intégration de même niveau que l'espace économique européen dans lequel on n'a pas voulu adhérer en 1992. Et cette voie bilatérale doit mener à cela, mais pour ça, il faut avancer. Donc, les Européens étaient tout à fait ravis que ce soit les Suisses qui reviennent avec cette histoire-là. Et à partir de ce moment-là, à partir de 2013, dans les propos des responsables européens, il n'est plus question d'accès au marché s'agissant de la Suisse. Il est question de la participation au marché. Les Européens ont construit toute une rhétorique autour de la participation de la Suisse au marché. Participation dans quel sens ? Eh bien, participation au sens de faire partie. En fait, le marché intérieur suisse fait partie déjà, objectivement, aux yeux de Bruxelles, du marché suisse. Elle en fait partie parce qu'une bonne quantité de ses exportations et importations, on passe par l'Union européenne. Et en fait, c'est une évidence que la Suisse, complètement enclavée, est très portée sur les échanges internationaux, sur le plan économique. Il est évident que la Suisse fait partie du marché européen. Elle ne peut pas s'en extraire comme ça, elle fait partie. Le problème, c'est qu'elle en fait partie sans respecter les règles que tout le monde dans l'Union européenne doit respecter, c'est-à-dire appliquer les directives européennes, appliquer les règlements européens, avoir une législation nationale qui ne soit pas en contradiction avec ces directives et ces règlements. À Bruxelles, on a considéré qu'il était temps, effectivement, de passer à la phase suivante, qui est l'institutionnalisation de ces traités. Institutionnalisation au sens que, en fait, à partir d'un certain moment, tout le droit européen qui concerne les secteurs qui font l'objet de ces traités sera repris par la Suisse, c'est-à-dire que la Suisse devra adapter son système législatif, c'est ça qu'on appelle la reprise dynamique et non pas automatique. On ne reprend pas directement les directives, on doit adapter notre système législatif pour qu'il soit en accord avec ces directives et ces règlements. Il y a certaines dispositions qui sont d'application directe, c'est-à-dire qu'on doit les reprendre, on devrait les reprendre telles quelles, mais entrons pas dans ce genre de détails. Et en quelques années, le conseiller fédéral Burkhalter et son secrétaire d'État Rossier ont négocié un magnifique accord institutionnel assez bref, hein, parce que c'est pas compliqué, hein, il faut juste reprendre le droit européen. Et on a décidé que ce serait valable d'abord seulement dans les 5 accords considérés comme des accords d'accès au marché que j'ai mis en gras sur la feuille que je vous ai distribuée. C'est-à-dire les transports terrestres, les transports aériens, l'agriculture, c'est-à-dire les fromages et les labels. Et puis, j'en oublie, et puis la libre circulation des personnes. Les ARM, hein, les obstacles techniques, la suppression des obstacles techniques au commerce qui touche une vingtaine de secteurs. Et puis la libre circulation des personnes. Et la libre circulation des personnes, ça touche déjà toute
toute l'économie. Et si on reprend tout le droit européen qui concerne la libre circulation des personnes au sens où chacun doit pouvoir s'installer, tous les Européens doivent pouvoir s'installer d'un État à l'autre et travailler d'un État à l'autre, comme ça se fait aux États-Unis d'un État à l'autre. C'est ça l'objectif et l'idéal à long terme. C'est ça qui est poursuivi. Et depuis une dizaine, une quinzaine d'années, la libre circulation des personnes, c'est plus simplement le traité qu'on a convenu avec l'Union européenne, et il y a eu des approfondissements considérables, avec des implications sociales, avec tout le droit du travail en fait. C'est tout le droit du travail qui dépend de ces dispositions européennes concernant la libre circulation des personnes. Donc, tous les secteurs seraient concernés par cela, déjà, seraient concernés par ce grand pas en avant. Et puis, dans ce traité institutionnel, la Suisse, le marché suisse, devenant progressivement partie du marché européen, donc devenant le marché européen, il est normal que l'instance judiciaire ultime des différends qu'on peut avoir sur un marché soit la Cour européenne de justice, puisque c'est le marché européen. Donc on a admis que la Cour européenne de justice aurait le dernier mot dans les différends. Et alors les Suisses ont beaucoup bataillé pour que ce soit un peu plus compliqué, et puis qu'on demande son avis simplement à la Cour européenne de justice, et puis ensuite c'est pas formellement la Cour européenne de justice qui décide, enfin il y a toute une usine à gaz pour faire en sorte que ce soit acceptable par les Suisses, mais en réalité c'est bien la Cour européenne de justice qui décidera ce qui se passe sur le marché intérieur suisse in fine. Bien, quand Karin Keller-Sutter a été élue au Conseil fédéral, une PLR, comme Burkhalter d'ailleurs, une libérale radicale, elle a dit halte. Elle a dit ça ne va jamais, je suppose, j'y étais pas. Et on le saura un jour, on saura ce qu'il y avait, comment le Conseil fédéral a discuté de ces questions-là. Il y a un certain moment où la confidentialité est levée, et de la même manière qu'on a su il n'y a pas longtemps tout ce qui s'était passé à l'intérieur du Conseil fédéral s'agissant de l'espace économique européen en 1992, il y a un jour on va savoir ce qui s'est passé avec l'abandon, avec la renonciation à l'accord institutionnel. Et vous vous souvenez, la Suisse qu'est-ce qu'il faut dire Elle n'a pas abandonné les négociations parce que les Européens avaient déjà dit que les négociations étaient terminées et qu'il n'était pas question de les rouvrir. Mais la Suisse a renoncé à cet accord négocié, a renoncé en fait de le ratifier et de le présenter au Parlement d'abord et ensuite au peuple, pour une raison aussi politique très simple, c'est que les partis sont très divisés sur ce genre de questions. Pas l'UDC, hein, mais en dehors de l'UDC, les partis sont très divisés. Donc un débat au Parlement sur un traité de ce genre-là, avec ensuite un vote populaire, c'est 1992. C'est le pays qui se déchire, c'est le pays qui donne tout d'un coup l'impression d'être à deux doigts de la guerre civile. Et puis c'est un magnifique Röstigraben, avec d'un côté les romans qui veulent plus d'adhésion, plus d'intégration, être plus européens, être plus comme les autres, et puis les alémaniques qui, eux, veulent rester plus autonomes et plus indépendants. Sans oublier quand même que les alémaniques, ça ne se réduit pas aux sonneurs de cloche des Alpes du Nord. Hein. Vous savez que la Suisse est un des pays les plus ouverts du monde sur le plan économique.
un des plus ouverts du monde. Je vous donne juste... bon, d'abord, c'est la 10e puissance économique du monde si l'Union européenne compte pour une. Donc c'est un pays démographiquement qui est exactement médian à l'échelle du monde. Hein. Il y a autant de pays plus petits que de pays plus grands. Donc c'est pas un petit pays, la Suisse, c'est un pays exactement moyen. Ensuite, c'est une économie surdimensionnée, avec une présence dans le monde complètement surdimensionnée. Et il est clair que c'est pas dû au sonneur de cloche alémanique, mais les alémaniques sont quand même les grands artisans de ce formidable succès par rapport à la mondialisation aussi. La Suisse est une grande bénéficiaire de la mondialisation. Elle a beaucoup travaillé dans les années 90 pour être performante à l'échelle du monde. Et puis, je pourrais aussi dire une chose, c'est que il n'y a aucun pays dans le monde qui a autant de dirigeants d'entreprises non suisses à la tête des entreprises du pays. Pratiquement tous les groupes, tous les grands groupes, ou toutes les multinationales qui ne sont pas forcément gigantesques, hein, qui sont dans le SMI, c'est-à-dire les 20 plus grandes entreprises, pratiquement tous ne sont pas suisses. Ils sont européens ou ils viennent d'ailleurs dans le monde. Hein. Parfois, il y a des Indiens, des Américains, etc. L'économie suisse est passe pour être une des plus ouvertes au monde, avec le Royaume-Uni. Et l'indicateur décisif, c'est que plus de 50% des exportations suisses ne sont pas destinées à l'Union européenne, mais sont destinées au reste du monde. Et le seul pays en Europe qui a ce ratio-là, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni exporte davantage dans le reste du monde que dans l'Union européenne. Donc, l'accord institutionnel a été abandonné. Après de longues hésitations, après une temporisation, qui a provoqué du côté des Européens une série de sanctions. Des sanctions économiques contre la Suisse qui traînent les pieds pour signer cet accord institutionnel, et ensuite, pire encore, qui a abandonné cet accord institutionnel. Et les sanctions, vous l'avez peut-être en mémoire, ça a évidemment fait la une de l'actualité. C'était en 2000, c'était les derniers temps de la présidence Juncker à Bruxelles. C'est le président Juncker, le président de la Commission, qui a pris l'initiative des sanctions contre la Suisse. Il y a eu d'abord une non-reconduction de l'équivalence boursière. Et ensuite, il y a eu une non-mise à jour des accords bilatéraux, en particulier dans la reconnaissance des normes techniques. Et puis la non-association de la Suisse à Horizon, au programme de recherche publique, académique, Horizon, etc. Ce sont des sanctions contre la Suisse qui traînent les pieds et qui fait du mauvais esprit. Et voilà, on en est là. Il y a d'autres sanctions dans votre livre. Il en est question. Daniel Wyss, quand il parle des coproductions dans le cinéma et ce genre de choses-là, il y a d'autres secteurs qui sont touchés indirectement, souvent, par ces sanctions. Voilà. Donc, sous la pression des sanctions, sous la pression de certains lobbies en Suisse, en particulier le lobby académique, qui s'avérait être d'une puissance tout à fait étonnante. Hein. Le lobby académique, les hautes écoles, waouh, quand ils parlent, tout le monde se tait, et tout le monde, quand ils disent on va décliner, on va devenir
sur le plan académique en vient ensuite, etc. Et, alors qu'on a des écoles qui sont dans le top 10 des hautes écoles à l'échelle du monde, dans plusieurs classements, et l'Union européenne n'en a pas une seule. Hein. En Suisse, on a l'EPFZ, on a l'Université de Zurich, etc. Et d'autres par ici qui sont assez bien placés. Donc ce lobby-là a mis le pays sous pression. Et puis le lobby de l'industrie des machines en particulier, le lobby économique, on y reviendra. Et dans la précipitation, les Suisses, après 2 ans de discussions exploratoires, qui ont donné un document d'une quinzaine de pages, je crois, qui s'appelle une sorte de mémorandum, sur laquelle les Européens et les Suisses se sont mis d'accord sur un certain nombre de points. Voilà. Se sont mis d'accord de manière assez informelle, mais c'est quand même formel puisqu'il y a un document. Et ce document est public. À la demande des Suisses, tout est public. Le mandat de négociation suisse est public, le mandat de négociation européen est public. Donc dans la précipitation, les Européens et les Suisses se sont mis à négocier au début de cette année, au mois de mars, il y a quelques semaines, avec comme objectif de négocier ces 3 nouveaux accords bilatéraux, électricité, alimentation, santé, qui sont quand même en principe des domaines assez importants et assez sensibles, avec l'institutionnel qui ne serait plus en accord institutionnel en soi, mais on conviendrait que tous les 5 accords d'accès au marché, plus les 3 nouveaux accords bilatéraux qu'on est en train de négocier, seraient soumis aux dispositions institutionnelles qu'on a déjà négociées avant, sauf que ces dispositions ne seraient pas horizontales, mais elles seraient verticales, c'est-à-dire que dans chaque accord, on préciserait on repréciserait la même chose que la reprise du droit, le règlement des différends, etc. Et c'est précisé aussi bien dans les discussions exploratoires que dans les mandats de négociation, que ce serait le cas pour toutes les futures négociations entre l'Union européenne et la Suisse. Et surtout, c'est ce qui me paraît le plus important, surtout, je suis obligé de revenir juste un petit peu en arrière, dans l'accord institutionnel, il y avait une déclaration conjointe de 2 pages dans laquelle il était spécifié que en 2020 déjà, alors que on était en 2017-2018, qu'en 2020 déjà, on reprendrait les négociations pour soumettre tout le traité de libre-échange aux dispositions institutionnelles, c'est-à-dire à la reprise automatique du droit, c'est-à-dire que toute l'économie suisse, avec les implications sociales et même environnementales dans certains cas, serait soumise au droit européen. Évidemment, je pense que c'est vraiment l'élément qui a convaincu finalement le Conseil fédéral d'abandonner, parce que ça ne pouvait pas passer. Indépendamment du fait, je le mentionne au passage, que les syndicats sont évidemment très opposés, comme vous le savez, à ce qui concerne la libre circulation des personnes. Ils y ont toujours vu un danger de dépression salariale. Donc ça a été un élément qui a fait que la Suisse, que le Conseil fédéral n'a pas voulu soumettre ça au Parlement et ensuite au peuple, mais je pense que cette histoire de programme déjà fixé pour la suite, c'est-à-dire l'accord de 72, a été déterminant. Alors, dans les discussions exploratoires, il n'est plus question de l'accord de 72. Je pense que les Européens ont compris que s'ils voulaient vraiment que ça passe, il ne fallait pas parler de ça.
Dans le mandat de négociation de la Suisse, il n'en est pas non plus question. Mais en revanche, dans le mandat de négociation de l'Union européenne, eh bien, les dernières lignes évoquent cette chose-là et précisent d'ailleurs que si les Suisses ne veulent pas entrer en matière par la suite pour renégocier l'accord de 1972, eh bien, il est prévu dans l'accord de 1972, en article 30 et quelques, que l'une ou l'autre partie pouvait demander une révision de l'accord et les Européens annoncent déjà qu'ils vont le faire. C'est-à-dire qu'après, en admettant, quand on votera peut-être en 2026 sur tout ce que je vous raconte là, quand on votera, si ça passe, dans la foulée, des négociations vont reprendre pour élargir cette reprise du droit à l'ensemble de l'économie. Voilà où on en est, en gros. Et encore une fois, le plus important dans cette histoire, le plus sensible politiquement, c'est clairement la libre circulation des personnes. Je vous rappelle que quand la libre circulation des personnes a été acceptée en 2000, en mai 2000, par les Suisses, avec recommandation unanime des partis, y compris l'UDC, le Conseil fédéral avait fait une estimation qui est restée dans le débat, qui a été fondamentale dans le débat, une estimation d'immigration nette, d'immigration européenne nette, de 8000 personnes par année. Net, c'est-à-dire vous enlevez les... Vous enlevez ceux qui partent de ceux qui viennent. L'estimation officielle, c'était 8000. Et ça s'est pas passé du tout comme ça. Et en fait, depuis 2007, l'application complète de la libre circulation des personnes, la moyenne d'immigration européenne, hein, pas mondiale, enfin pas les autres immigrants, c'est 43 000 la moyenne par personne. Et j'ai pu établir de manière très simple, dans un simple calcul, il suffit de reprendre les chiffres, j'ai pu établir qu'il n'y a aucune, contrairement à ce que disent les milieux économiques et les partis les partis hors UDC, il n'y a aucune corrélation entre la croissance économique de la Suisse et l'immigration européenne nette. Aucune. Il n'y a pas, aucune corrélation. On ne voit aucune... on nous explique beaucoup, les milieux économiques et les partis de centre-droit, comme on dit en Suisse, et puis la gauche aussi, explique beaucoup que s'il y a beaucoup d'immigration européenne, c'est que l'économie va bien et l'économie absorbe, ce qui est vrai. Hein. L'économie absorbe l'immigration, mais il n'y a aucune clause de sauvegarde. Hein. Et en fait, si aucune clause de sauvegarde, et pour revenir à cette histoire de corrélation, excusez-moi, je suis un peu confus, pour revenir à cette histoire de corrélation, nous avons eu en 2008 une légère récession, en 2009 je crois, 2009, bref, qui n'a eu aucune influence sur l'immigration européenne nette. Puis nous avons eu une plus importante récession lors de la crise sanitaire, récemment, moins 2, et quelques de croissance, hein, une décroissance de 2, et quelques, c'est énorme, c'est un paquet de milliards en moins. L'immigration européenne était très 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 au-dessus de la moyenne. Et il n'y a pas eu de compensation à la suite, il n'y a aucune corrélation. Bref, donc on ne sait pas où mène cette immigration, et en fait les 43 000 Européens nets
en moyenne, ça représente quand même la ville de Neuchâtel. Hein. Donc, en fait, vous avez une ville de Neuchâtel en plus chaque année, en Suisse. Et l'année dernière, qui a été une année de très très haute immigration nette, vous aviez une ville de Neuchâtel après 6 mois. Donc ça faisait 2 villes de Neuchâtel au total. Je ne sais pas ce qu'il en a été au deuxième semestre, j'ai pas vraiment regardé, mais en 6 mois, vous aviez la ville de Neuchâtel. Donc, même Économie Suisse, la grande organisation économique des grandes multinationales, même Économie Suisse, il y a quelques semaines, a fait une déclaration qui m'a beaucoup étonné, qui a étonné pas mal de monde, en disant que ce serait bien quand même dans les négociations actuelles que l'Union européenne fasse un geste vis-à-vis de la libre circulation des personnes. Par exemple, une clause de sauvegarde, oui. Ça pourrait rassurer les Suisses et ça pourrait calmer, oui, ça pourrait les rassurer et calmer les ardeurs de l'UDC. Voilà. Pour que l'économie suisse le dise, il faut vraiment que le problème ait été identifié dans toute sa largeur, mais je vois pas comment l'Union européenne pourrait accepter ça. L'Union européenne ne veut plus de cas particuliers de la Suisse. L'Union européenne a accordé beaucoup d'exceptions dans la reprise du droit, enfin dans les accords bilatéraux, a accordé beaucoup d'exceptions et elle estime que ces exceptions doivent disparaître et qu'il n'y a aucune raison que la Suisse, qui fait partie du marché européen, ait un traitement privilégié par rapport à tous ces États d'Europe qui doivent absorber les directives et les règlements européens. Si vous voulez, évidemment, c'est pas dit dans ces termes-là, mais il y a une personnalité qui est très claire par rapport à ça, qui utilise des termes d'une grande dureté vis-à-vis de la Suisse par rapport au style plus diplomatique qu'on a à Bruxelles et à Berne. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne en Suisse. Je ne sais plus son nom évidemment. Oui, Mavro Michalis. Petros Mavro Michalis, voilà. Qui parle très bien français, qui a fait plusieurs interviews, qui a participé à des débats. Lui est absolument clair là-dessus. L'Union européenne ne veut plus ces Suisseries et tout ce que les Suisses demandent. Personne ne comprend ça dans l'Union européenne. Les Suisses vont très bien, eh bien, qu'ils adoptent ce que nous devons adopter. Sinon, c'est de la concurrence déloyale. Et en fait, à Bruxelles, on considère la Suisse comme une concurrente déloyale. Non pas une concurrente déloyale au sens que, par exemple, elle pratique des prix cassés, très bas. Pas du tout. Tout ce qui vient de Suisse coûte beaucoup plus cher que ce qui vient du reste du monde et même ce qui vient de l'Union européenne le plus souvent. Non, c'est une concurrence déloyale parce que les Suisses n'ont pas besoin d'adopter toutes les contraintes que les autres pays doivent intégrer. Donc forcément que la Suisse a un grand succès économique et un grand succès en général, puisque elle triche. C'est de la concurrence déloyale. Elle n'est pas logée à la même enseigne que les autres. Alors si vous dites... Si vous dites oui, mais la Suisse est souveraine, la Suisse est indépendante, c'est un pays, c'est un État, et ben, on vous dira ben, les autres aussi, hein, et ça marche très bien comme ça. Mais vous ne pourrez pas éternellement vous comporter comme vous vous comportez.
Voilà, à peu près où on en est. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.